Bonjour à tous, merci d'être avec nous comme tous les vendredis à midi en direct sur Mediscoop pour ce nouveau point sur l'actualité du Covid-19 et puis en replay sur Mediscoop et sur YouTube. Je vous invite à poser des questions sur Mediscoop, sur l'outil dédié et même en commentaire sur YouTube pour la semaine suivante. Ça permettra d'enrichir aussi ces points. Je suis le docteur Skerdi Aviari, je suis médecin de santé publique et spécialiste en développement de médicaments et je suis avec le docteur Renaud Prével qui est médecin-chercheur et praticien en réanimation à Bordeaux. Bonjour Scardi, bonjour à tous. On commence comme d'habitude avec les derniers chiffres de Santé publique France. Donc on est à près de 130 000 cas confirmés sur le territoire national et 25 000 décès. Au niveau de la charge pour le système de santé, les hospitalisations à droite comme baissent depuis quelques semaines, donc la tendance se confirme. Et en réanimation, c'est pareil, une tendance un peu plus prononcée, avec un delta de patients journaliers que vous voyez sur les courbes en bas, qui est négatif depuis presque 2 semaines maintenant. Comment est la situation chez vous, Renaud? Ce que tu décris, c'est clairement ce qu'on voit et à Bordeaux et ailleurs. Il y a vraiment une diminution des patients en réanimation, puisque nous, par exemple, ça fait 10 jours qu'on n'a pas admis de nouveaux patients Covid. Et puis, on arrive à faire sortir certains patients petit à petit. Donc, effectivement, il y a une dynamique où le nombre de patients diminue et en réanimation et en hospitalisation. Alors à Bordeaux, vous êtes plutôt un peu plus chanceux ou moins touché qu'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Là, rapidement, c'est le delta journalier sur la prochaine. En haut à gauche, vous avez les cas confirmés journaliers additionnels. Donc, on est autour de 1000 et on confirme cette décroissance de 20-30% par semaine. Donc, on peut imaginer qu'il y aura quelques centaines de cas au moment du déconfinement et il va falloir s'y préparer avec des petites variations des cas rapportés qui ne sont pas toujours très clairs. Par exemple, avant-hier, il y avait un nombre de cas négatifs, ce qui ne veut rien dire. Donc, on ne sait pas toujours très clair la précision exacte des chiffres, mais on est dans cet ordre de grandeur. Les décès, après un pic un peu décalé par rapport au pic du nombre de nouveaux cas qui décroissent aussi, et même les retours à domicile qui décroissent un peu. Donc maintenant, on se prépare au déconfinement. Là, vous avez une nouvelle statistique qui a été publiée, qui sont les tests effectués en ville. Donc à gauche, vous avez les tests qui ont été effectués le 27 avril. Et puis à droite, vous avez le nombre de tests qui étaient positifs. Donc Bordeaux, vous êtes plutôt moins touché qu'ailleurs. C'est peut-être pour ça aussi que vous admettez plus de patients. En Île-de-France, l'épidémie est encore un peu active. Mais les Parisiens décrivent aussi une diminution de leurs patients en réanimation, donc je pense que ça va dans le même sens un peu partout là. Ouais. Mais voilà, avec des différences sur les territoires, l'épidémie n'est pas la même partout. Au niveau des tests effectués en ville, ici, vous avez les tests journaliers en gris et donc la proportion de positifs en rouge. Et vous pouvez voir que la proportion de positifs a tendance à baisser par rapport au pic de l'épidémie il y a environ un mois. Donc ça, c'était pour la situation épidémiologique. Donc maintenant, on se prépare au déconfinement. Et un des points clés dont on parlait déjà la semaine dernière, c'est d'isoler les patients ou les contacts asymptomatiques. Donc là, on commence avec une étude dont on a pas mal parlé d'une contamination dans un restaurant en Chine. Donc c'était entre les tables, il y a eu une contamination avec un air conditionné. Donc on a lu un peu n'importe quoi sur cette étude. C'est pas dans le climatiseur qu'il y avait du virus, mais le climatiseur faisait circuler l'air dans la pièce. Donc ça a permis des contaminations. On a eu quelques questions sur les transmissions aérosol versus contact versus gouttelette. Il y a beaucoup de gens très sûrs d'eux qui disaient il n'y a pas d'aérosol, ça n'existe pas, je ne vois pas de quoi vous parlez. On avait vu tout au début, la première édition de ce point avec le professeur Benoît You, il y avait une étude à Singapour qui avait filtré l'air dans les chambres et qui avait trouvé des toutes petites gouttelettes qui étaient positives à la PCR, entre 1 et 4 microns. Donc c'est la définition classique d'un aérosol. Donc je ne sais pas sur quoi se basent les gens qui sont très sûrs d'eux pour dire qu'il n'y a pas de transmission aérosol. Jusqu'à preuve du contraire, ça peut arriver. Alors c'était en petite quantité, ce n'était pas des concentrations élevées, mais ça peut arriver. Ici, dans cet exemple, vu la disposition, le cas index était au milieu, c'est celui qui est noté A1. Vu la disposition du climatiseur, il y a eu une circulation dans la pièce. Ce n'était pas des postillons qui tombaient tout de suite, sinon il n'y aurait eu que la table à gauche B1, B2, B3 qui aurait pu être infectée. Donc il y a eu simplement une circulation du virus dans la pièce, et donc il y a des petites gouttelettes qui peuvent rester dans l'air quelques heures. Je vous ai remis une diapo que je vous avais mis ce premier point qu'on avait fait. Donc vous voyez en bas à droite, les particules de 3 microns et restent dans l'air en suspension environ 1h30. Elles mettent environ 1h30 à tomber. Donc on est dans ces ordres de grandeur-là. On peut avoir des toutes petites gouttelettes avec du virus
qui mettent quelques heures à retomber, ça a des conséquences. Si vous voulez être sûr qu'une pièce n'a plus de virus dans l'air, vous pouvez simplement fermer la porte et attendre quelques heures. Vous pouvez ouvrir la fenêtre pour changer l'air. Ce qu'il vaut mieux éviter de faire, c'est faire circuler l'air fermé, à la fois verticalement, puisque vous faites remonter les petites gouttelettes, et puis aussi horizontalement, puisque vous les faites voyager plus loin. Mais ça, c'est important pour les salles d'attente. C'est pas parce que le patient qui était là juste avant, si jamais il est très excréteur est parti, qu'il n'y a plus de virus en suspension dans l'air. Et probablement qu'il faut faire attendre les gens à des endroits différents et que juste les uns après les autres, ça ne suffit pas complètement, justement à cause de ces particules qui peuvent rester en suspension. Ouais, donc les faire attendre dehors ou à la fenêtre ou aérer toutes les heures, des mesures de cet ordre pourrait être une bonne idée. Je vous ai mis aussi le titre d'une petite étude qui avait été, c'était quelque chose d'assez expérimental chez l'animal, des ionisateurs d'air qui faisaient agréger les particules et qui les faisaient tomber plus vite et qui diminuaient la transmission. Le test avait été fait avec la grippe chez l'animal. Escardi, puisque tu nous parles de restaurants, est-ce que tu as des données sur la contamination des aliments? Alors, j'ai vu aucune publication d'une étude qui aurait été faite avec de la transmission, par exemple un préparateur d'aliments qui aurait contaminé 30 personnes ou des choses comme ça, comme on a avec la salmonelle. J'ai jamais vu ça. On sait que le virus survit assez longtemps à 4 degrés, mais sur une surface, pas forcément dans un aliment. Donc, toutes les choses réfrigérées, ça pourrait être un risque. En pratique, on l'a jamais encore constaté. Et puis, pour tout ce qui est chauffé, a priori, il n'y a pas de risque puisque la chaleur détruit le virus très vite. Étude suivante. Donc, c'était une étude qui est sortie dans New England où ils ont regardé une épidémie dans un EHPAD et ils ont testé systématiquement tous les résidents de l'EHPAD. Donc, c'est important parce qu'en général, on teste que les gens une fois qu'ils ont des symptômes ou autour d'eux et on est toujours en retard. Ici, proactivement, ils ont testé tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que les gens étaient positifs non seulement à la PCR, mais aussi à la culture virale jusqu'à une semaine avant le début des symptômes. Et puis ensuite, dans l'autre sens, ils étaient encore excréteurs jusqu'à 9-10 jours après. Donc ça augmente encore la fenêtre de contagiosité qu'on suspectait. Et il y a une grande partie des gens qui sont excréteurs bien avant d'avoir des symptômes eux-mêmes. Une partie d'entre eux même n'ont pas eu de symptômes. Alors là, c'était des résidents d'un EHPAD, donc c'est des gens qui avaient autour de 80 ans. Mais il n'y a pas de raison de penser que ce soit très différent chez la population plus saine. Juste, on a une question sur le rôle de la pollution pour justement ces particules qui sont dans l'air. Et alors, pour le coronavirus, on ne sait pas encore exactement, mais il y a pas mal d'agents infectieux pour lesquels on sait que les virus, par charge, sont capables de se coller, entre guillemets, sur certaines particules de pollution et du coup d'être transmises plus loin et de survivre plus longtemps. Et il y a probablement aussi un rôle pour la pollution, en effet, sur la transmissibilité, en tout cas, du virus même si ce n'est pas encore prouvé pour le coronavirus. Et effectivement, c'est quelque chose qui a été décrit au niveau épidémiologique. Après, c'est difficile de faire la part des choses. C'est souvent des populations plus défavorisées qui sont exposées à la pollution. Il y a pas mal de facteurs de confondants qui peuvent se glisser dans les analyses. En pratique, il y a probablement un surrisque, mais qui n'est pas majeur. Donc, il n'y a pas tellement de choses différentes à faire chez les gens qui sont plus exposés à la pollution. Donc ça, c'est les graphes dont je vous parlais. Ici, on a une corrélation entre le chiffre de la PCR. Donc la PCR, ça revient positif ou négatif, mais il y a un chiffre associé de charge virale. Et donc évidemment, plus la charge virale est élevée et plus les gens ont de chances d'être infectieux au niveau de la culture, tel que mesuré par la culture virale. Et d'avoir pas seulement des fragments de génome de virus, mais du vrai virus capable d'infecter des cellules. Ça, c'est ce que je vous disais sur les gens qui sont positifs à la PCR et infectieux avant. Donc, vous avez des PCR positives et en rouge, des cultures positives jusqu'à 6 jours avant le début des symptômes. Donc ici, c'est une autre étude qui va un petit peu dans le même sens. Il y a 1500 cas et leurs contacts dans la région de Shenzhen en Chine. Et ici, vous avez à gauche le temps entre la transmission et le début des symptômes chez la personne qui reçoit le virus. Et à droite, le temps entre le début des symptômes chez le patient index, chez le transmetteur, et chez la personne qui reçoit le virus et qui fait une infection. Pourquoi c'est important ça? Ça va un peu dans le même sens de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce que vous pouvez voir sur la diapo suivante. Donc ici, c'est les deux mêmes graphes. Je vous ai coloré celui de gauche en bleu, qui correspond en haut au temps entre transmission et début des symptômes chez le receveur. Si vous êtes dans un cas de figure où l'index commence à avoir des symptômes, il tousse sur le receveur et le receveur fait des symptômes quelques jours plus tard,
le temps en bleu sur la courbe de gauche sera plus court que le temps en rouge, qui est le temps entre le symptôme de l'un et de l'autre. À l'inverse, si vous avez le patient index qui postillonne avant d'être symptomatique sur le receveur, ensuite il fait les symptômes, et encore ensuite le receveur fait les symptômes, le temps en bleu sera plus long que le temps en rouge. Ici, les deux courbes sont quasiment superposables. La médiane est à 5 jours et le 95e percentile est un peu en dessous de 2 semaines. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on est un peu entre les deux. La moitié du temps, c'est de la transmission par postillon avant d'être contagieux, avant d'être, symptomatique, et la moitié du temps, c'est après. Donc ça, c'est important parce que du coup, on ne peut pas vraiment espérer freiner l'épidémie simplement en isolant les gens une fois qu'ils sont symptomatiques et après leur avoir fait une PCR qui fait aussi perdre quelques jours. Ici, vous avez le nombre de jours qu'il a fallu pour avoir une PCR positive à gauche et à droite, isoler les patients. En violet, c'était ce qui était fait basé sur les symptômes et en bleu, c'était un dépistage systématique des contacts. Donc, cette stratégie de je regarde les contacts, je leur fais une PCR et je les isole s'ils sont positifs, elle ne marchera pas. Il y avait une médiane à 3 jours environ. La médiane était réduite de 2 jours et on surveillait plus attentivement les contacts et ça ne peut pas suffire a priori. Donc, on va être obligé d'isoler les contacts de façon préventive. Soit on peut le faire nous-mêmes. Quand un patient se présente avec le Covid, on lui dit de contacter les gens avec qui il a été en contact jusqu'à une semaine avant le début de ses symptômes et leur demander de s'isoler pendant 2 semaines. Soit ça sera fait par les autorités. Il y a des campagnes en ce moment de recrutement. On ne sait pas quelle forme ça va prendre exactement, mais il faudra faire ce travail d'identification et d'isolation des contacts asymptomatiques. Et ça, c'est une des seules choses qui marche vraiment bien sur ce virus. Donc ici, des données issues de la même étude sur le taux d'attaque au sein d'un foyer, qui est autour de 10%, pas très élevé, et un peu plus élevé chez les patients plus âgés. Et puis, une proportion des patients sans fièvre qui est plus élevée dans les âges jeunes et dans les âges très âgés, au-dessus de 70 ans, et que c'est plutôt rare dans les âges un peu au milieu. Et bien sûr, la maladie plus sévère chez les patients les plus âgés. Et puis, dernier point sur cette étude, c'était une minorité des patients qui faisaient une majorité des transmissions. Donc, c'est 9% des patients qui faisaient 80% des transmissions. Donc ça, on le sait, en pratique, tous les gens ne respectent pas les mesures d'isolement et ne sont pas aussi consciencieux les uns que les autres. Et puis, il y a aussi sans doute des inégalités biologiques. Certains patients qui sont plus excréteurs que d'autres, qui ont moins de symptômes et qui, du coup, ne sont pas repérés. Et d'ailleurs, en plus que tu parles de gens consciencieux ou pas consciencieux, est-ce que ça a un rôle dans le risque de deuxième vague? Est-ce que tu penses que ça va être la deuxième vague, c'est juste l'histoire naturelle du virus, parce qu'on ne peut pas rester confiné 5 ans et que du coup, il y a forcément un moment où ça va recirculer plus? Est-ce que tu penses qu'il y a une exacerbation de la violence du Covid? À quoi tu attribues ça, toi? Alors, la deuxième vague, je pense que c'est plus des histoires de mesures de précaution qu'on fait moins. Alors, la deuxième vague, c'est pas du tout une fatalité. Il y a des pays où ils arrivent à contrôler leur épidémie en isolant de façon très agressive les contacts, ce dont je parlais. Donc, c'est bien possible qu'il n'y ait pas de deuxième vague si on fait ce travail. Si on ne le fait pas, il y en aura une. Après, sur la mutation du virus, il mute pas tant que ça. Il n'y a pas eu de tous les travaux qui ont été faits de phylogénie génétique. On ne trouve pas tant que ça de mutation. Donc, c'est surtout entre nos mains, quoi. C'est à nous de faire attention, de prévenir les gens autour de nous et d'être prévenus. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus culpabiliser les gens à partir du moment où il y a plus de contacts humains et plus d'activités humaines. On se croise plus et il y aura forcément plus de transmission. Les gestes barrières sont là pour diminuer ça, mais il y aura forcément une petite remontée à partir du moment où on est plus en contact les uns les autres. C'est assez logique. Ça, c'est relativement inévitable. Après, actuellement, on ne fait pas, enfin, à ma connaissance, on ne fait pas ou peu ce travail de prévenir les contacts. La plupart des gens sont confinés, certains continuent à aller au travail, par exemple, et je n'ai pas la notion qu'il y ait cette norme sociale de prévenir tous les gens qu'on a croisés dans les 10 derniers jours pour leur dire de s'isoler, ni même que cet isolement, quand bien même eux, ils en prendraient l'initiative, leur employeur l'accepterait ou des choses comme ça. Donc là, il y a un ajustement à faire au niveau des pratiques. Et c'est pas parce qu'on fait le confinement en fait qu'on est déjà au maximum. Il y a des choses en plus qu'on pourrait déjà faire et qu'on fait pas trop ou pas assez. Et si on se met à les faire alors qu'on sort de confinement, on pourrait imaginer qu'il n'y aurait pas vraiment de deuxième vague. Étude suivante. Donc en parlant de population particulière,
Ici, c'était un abri pour SDF dans la région de Boston qui a trouvé 30% environ des résidents qui étaient positifs au virus. Donc évidemment, plus les gens sont précaires, plus ils sont exposés au virus, c'est attendu, malheureusement. Donc c'est à garder à l'esprit. Étude suivante, ça c'est des choses dont on parlait la semaine dernière sur les contacts avec le système de soins qui sont un peu réduits à cause du Covid, puisque les gens ne veulent pas consulter, ils ne veulent pas déranger, ils ne veulent pas s'exposer au virus. Donc il faut bien faire passer un message comme quoi si vous auriez consulté pour une autre raison en dehors de la période épidémique, il faut que vous consultiez aussi pendant la période épidémique. Il y a des tonnes de choses qui sont plus graves que le Covid-19. Et là, par exemple, ce sont les arrêts cardiaques extra-hospitaliers. Donc, c'est en Italie, dans différentes régions. Chaque graphe fait une région différente. Et en haut, c'est les 2 régions les plus touchées parmi les 4. Donc, la ligne en rouge foncé, c'est la proportion de cas de Covid dans la population. Et dans les 2 régions très touchées, vous avez 2 à 3 fois plus d'arrêts cardiaques extra-hospitaliers qu'à la même époque l'année dernière, alors que c'est relativement similaire dans les régions moins touchées. Et donc ça, évidemment, avec des arrêts cardiaques qui étaient plus souvent sans témoin, qui étaient récupérés plus tard, et donc avec des conséquences majeures pour le pronostic, et des décès, évidemment. Donc ça, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Si vous seriez allé aux urgences, si vous auriez appelé le 15 en dehors du Covid, il faut le faire aussi pendant le Covid. Ça, on avait déjà parlé les semaines précédentes, mais c'est vraiment, vraiment très important et on va avoir probablement dans les semaines à venir, si cette deuxième vague ou pas, on verra l'ampleur, mais très probablement un certain nombre de gens qui vont décompenser des pathologies chroniques qui ont eu un retard de suivi, ou alors des gens qui seraient normalement venus consulter tôt et qui du coup là vont venir consulter à un stade beaucoup plus avancé parce qu'ils ne sont pas allés aux urgences comme tu l'as dit. Et donc là, je pense qu'il ne faut surtout pas se relâcher parce qu'on va avoir les conséquences médicales du confinement, plus ou moins la seconde vague, mais il va falloir faire attention à tous ces malades non Covid qui ont quand même été mis de côté depuis quelques semaines. Absolument. L'étude suivante, c'est un peu la même chose pour les syndromes coronaires aigus, où il y a une baisse des admissions pour syndrome coronaire aigu. Et c'est probablement pas parce qu'ils n'ont pas eu lieu, mais plus probablement parce qu'ils ont moins consulté. On a peut-être eu un peu moins avec moins d'exposition à la pollution ou des choses comme ça, mais pas à ce point-là, quoi. Et puis, il y a aussi des infarctus qui ont été pris pour des Covid. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui avait une détresse respiratoire avec un syndrome interstitiel qui a été pris pour un Covid, sauf qu'en fait, il avait 10 000 de tropo, une akinésie cardiaque et un épanchement pleural bilatéral. Donc, c'était un OAP sur un énorme infarctus. Et ça a été attribué au Covid parce que dans ce moment, tout le monde pense Covid pour tout. Ouais. Et sachant que la troponine élevée est aussi un facteur de risque pour le Covid, pour les patients qui ont le Covid. Donc, c'est pas plus mal de la doser, quoi. Diapo suivante, ça c'est une série de cas à New York, c'est des infarctus cérébraux chez des patients de moins de 50 ans. Sur une période de 2 semaines, ils en ont eu 5 alors que d'habitude ils en avaient moins de 1. Et donc ils associaient ça à une possible complication du Covid, c'est des patients qui avaient le Covid par ailleurs. Et vous voyez avec des temps entre le début des symptômes et la présentation, donc pour un des patients une patiente qui avait 33 ans, elle a mis 28 heures à consulter. Vous pouvez imaginer que si vous avez, en plus c'était des infarctus des gros troncs vraiment symptomatiques, vous pouvez imaginer qu'en temps normal, elle n'aurait jamais mis 28 heures. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc ça dit quelque chose à la fois sur le fait d'attraper tard ce genre de complications. Et puis biologiquement, on a déjà parlé des problèmes de coagulation, des problèmes de perfusion. Il y a l'air d'avoir un problème autour de ça. On n'a pas encore vraiment d'idées sur quelle thérapie utiliser. Il y a eu des petits essais sur 20 patients sans bras contrôle avec l'héparine, mais rien de très probant. Et on ne sait pas très bien quoi faire avec ça pour le moment. Dans des populations un peu particulières, ici c'est chez des transplantés rénaux. Donc sur 36 transplantés rénaux, il y a eu 10 décès. Donc c'est des chiffres vraiment élevés. Donc on essaye pas mal d'immunomodulateurs, d'immunosuppresseurs pour éviter leur âge cytokinique, etc. en ce moment. Ça appelle quand même à la prudence. C'est pas anodin de mettre un immunosuppresseur en cas d'infection. Et les gens qui étaient sous immunosuppresseurs ont fait des formes très graves. Donc il faudra bien réfléchir à comment manier ces médicaments. Après, il y a pas mal de facteurs confondants avec cette étude parce que les gens qui ont été transplantés rénaux, très généralement, ce sont des patients quand même avec un terrain cardiovasculaire assez important, qui ont eu l'hypertension, on sait que c'est un facteur de risque, et de formes sévères et de mortalité dans les formes graves. Donc, chez ces patients transplantés rénaux, il y a peut-être d'autres effets que l'immunosuppression. En tout cas, tu as raison, il faut quand même être très prudent. Et on avait pas mal de questions sur la prise en charge spécifique des patients sous telle et telle thérapie. Et pour l'instant, il n'y a aucune recommandation
chez ces patients-là, si ce n'est de maintenir leur traitement habituel dont ils ont besoin pour leur pathologie sous-jacente, quelle qu'elle soit, et d'avoir des mesures barrières et de confinement plus strictes chez ces patients-là pour leur éviter tout contact avec le coronavirus, mais sur la prise en charge spécifique de ces patients-là. Pour l'instant, on n'a pas non plus beaucoup de, beaucoup d'informations. Et puis, il y a un autre papier qui est sorti dans le New England il y a 2 jours sur les patients qui avaient un rhumatisme inflammatoire sous inhibiteur de JAK, donc les Janus kinases. Et il y avait un message plus rassurant que celui-là, sachant que JAK, les inhibiteurs de JAK qui inhibent JAK et STAT, qui est sur la voie de DL6, un peu plus pléiotropique. Donc, à moduler vraiment entre les différents types d'immunomodulateurs, parce que c'est pas pareil d'avoir un inhibiteur de JAK, de la cyclosporine, du tacrolimus voilà, c'est vraiment différent. Et puis, chez ces patients qui sont insuffisants rénaux chroniques, il y a probablement une grosse part du terrain cardiovasculaire et de l'HTR. Absolument. Ensuite, un essai randomisé sur le remdesivir qui est sorti et qui trouve pas vraiment de différence. Donc, c'est un essai chinois avec 150 patients dans le bras remdesivir et 75 dans le bras placebo, et qui ne trouve pas vraiment de différence sur la négativation virale au milieu, ou la charge virale, ni sur l'amélioration des symptômes à droite. Alors, c'est un essai qui a été fait un peu dans l'urgence. Il y a quelques caractéristiques qui ne sont pas très bien balancées entre les bras de randomisation, donc qui me posent un peu question, moi, personnellement. Enfin, en tout cas, quand bien même il y aurait un petit effet, ce serait un petit effet. Donc, l'inhibiteur d'action directe du virus, il faudrait réfléchir à sa place. Peut-être qu'il faut le donner très tôt. Ici, en analyse post-hoc, il repérait peut-être un petit effet si les patients étaient pris tôt et qu'ils recevaient rapidement ce médicament. Mais c'est des choses, des effets de petite taille. Pas trop d'arrêt pour toxicité dans le bras remdesivir, pas tellement plus que dans le bras placebo. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Donc, à réfléchir. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à des stratégies d'introduction de ces médicaments en fonction de la PCR, de symptômes, etc. Il va y avoir des algorithmes thérapeutiques à affiner. Globalement, les antiviraux, ce que tu dis, c'est assez juste sur le timing. Sur le SARS, donc pas le SARS-CoV-2, mais le premier, sur l'opinavir, il y avait eu également les mêmes inquiétudes sur le fait qu'au bout de 8 jours des symptômes, ça ne servait plus à rien de le mettre, parce que probablement la réplication virale s'était déjà faite. Donc, peut-être une place très précocement, mais on voit bien que ce n'est pas un médicament miracle non plus. Rapidement sur ce qui se passe dans la population générale. Donc ça, c'est une étude avec les recherches sur Internet pour la chloroquine qui ont augmenté quand quelques célébrités en ont parlé et puis qui ont diminué quand il a commencé à avoir des intoxications et des passages en réa à cause des effets secondaires. C'est pas du tout anodin ce qu'on entend dans les médias. Et puis enfin, un papier qui est sorti qui commente sur ce qui a été fait en Corée du Sud et sur l'intégration des différentes sources de données. Donc là, vous avez le niveau de surveillance en quelque sorte qu'il y a pour repérer les contacts et pour casser les chaînes de transmission. Et vous avez toutes les sources de données. Donc je vous les lis dans l'ordre. Les opérateurs de téléphonie mobile avec les bornes ou les antennes auxquelles le téléphone parle. Les services de l'immigration, la police avec les caméras de surveillance, les compagnies de paiement avec les paiements par carte de crédit pour voir où les patients sont allés, les entreprises comme la RATP ou de transport qui prennent les données des badges, donc pour lesquels on valide pour les transports, l'identification personnelle et les contacts avec le système de santé. Donc tout ça avait été intégré dans une énorme base de données chapeautée par le ministère de la Santé coréen et qui sera détruite à la fin de l'épidémie. Et donc ils ont fait des choses assez lourdes. Du coup, cet article était un peu un commentaire sur ça, sur des problèmes éventuels de vie privée, etc. En tout cas, eux, ils ont fait d'abord et ils ont discuté après et ils ont très bien contrôlé leur épidémie. En France, on a tendance un peu à traîner des pieds sur ce genre d'initiative, par exemple avec les applications pour tracer plus vite les contacts. Ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Et ça, c'était tout pour l'actualité dans les grands journaux à comité de lecture. Et là, on va passer aux prépublications. Donc, ils sont un peu plus à prendre avec des pincettes que ce qu'on a vu avant. Et en particulier ça, donc ça, c'est même pas une prépublication, c'est une coupure de presse d'une entreprise qui fait le sarilumab, qui est un anti-interleukine 6. Donc, il y avait un essai randomisé avec placebo et 2 doses de sarilumab, qui n'a pas trouvé dans la population de l'essai un bénéfice et qui trouve peut-être en analyse post-hoc dans le sous-groupe de patients critiques, donc typiquement en réanimation,
un bénéfice. Alors, ce bénéfice, c'est sur un critère de jugement composite décès ou ventilation mécanique. Et le bénéfice est drivé par le sous-critère ventilation mécanique. Donc, les décès ne sont pas différents, ce que vous voyez à gauche sur la deuxième ligne, mais là, sur la troisième ligne, vous pouvez voir que la ventilation mécanique est plus rare chez les patients qui ont reçu une dose élevée du médicament. Et donc, l'essai a été interrompu dans la population initiale qui était mélangée et continue uniquement à haute dose dans les patients les plus critiques. On a vu la semaine dernière une étude cas témoin française avec le tocilizumab sur 30 patients qui étaient appareillés avec 30 autres patients à peu près similaires. Ce n'était pas une randomisation, mais c'était un appareillement. Compte tenu du fait que de l'épidémie, on peut imaginer que ce genre d'approche marche un peu mieux que d'habitude, parce qu'il y a moins d'effets de sélection des centres, etc. Vous avez juste un afflux de patients dans tous les centres. Et qui trouvaient de façon intéressante la même chose, c'est-à-dire qui trouvaient un bénéfice sur la ventilation mécanique, mais pas sur les décès. Et puis enfin, il y a eu une coupure de presse, mais très succincte, qui ne donnait pas de détails, sur le tocilizumab, donc un essai de la PHP, qui trouve un critère de jugement principal positif, et c'était un critère composite d'essai ou ventilation mécanique à 14 jours. Donc, on va voir ce qu'il en est. Ça pourrait être aussi ça. Ça pourrait être aussi drivé par la ventilation mécanique et pas par les décès. Quand les résultats seront là, on les analysera plus en détail. Et Alors, c'est vrai que tu as raison, c'est pas d'arriver par les décès, mais parce que les décès sont restés un événement quand même relativement rare, puisque Corps Immuno se concentrait sur les patients qui étaient sévères, donc c'est-à-dire non en réanimation, sur l'étude dont ils ont communiqué les résultats. Donc probablement qu'il y a un effet, on attend de voir la taille de l'effet pour savoir si ce médicament est si intéressant que ça ou pas. Et puis, il y a ce que tu disais très justement, il y a une deuxième population qui sont les patients en réanimation, où là, pour le coup, on a fait un travail qui n'est pas prospectif, mais qui est rétrospectif, mais qui vient un peu dans le même sens que ce que tu nous présentes ici, où on voit qu'il n'y a pas de différence de mortalité entre les patients qui ont une IL6 ou pas. Sachant que nous, à Bordeaux, pour l'instant, on est à des chiffres plutôt entre 10 et 15 donc qui sont vraiment différents, de mortalité qui sont vraiment différents des chiffres qu'on a là, probablement parce qu'on n'a pas eu la même vague et la même saturation du système de soins, et où là, le tocilizumab était associé, donc il ne faut pas faire de causalité vu le design de l'étude qu'on a faite, mais était associé statistiquement à une diminution de la durée de ventilation mécanique, et plutôt à J21, J28 qu'à J14. Donc on attend avec impatience les données sur un recul plus long sur l'effet de ces molécules, parce que peut-être qu'on est encore trop tôt pour voir vraiment leur effet. Et le deuxième point, c'est que si jamais elles ont un effet, les patients qui l'ont reçu restent quand même intubés 14 jours. Donc, il y a de la place pour continuer à faire des progrès, parce que 14 jours de ventilation mécanique minimum, c'est quand même assez long. absolument. Et dernier petit point, c'était le tableau qu'il y avait à droite sur la pharmacodynamie. Le médicament marche, il fait baisser la CRP, il fait ce qu'il est censé faire, mais ça apporte un bénéfice uniquement sur la ventilation, en tout cas constaté dans cet essai. Ensuite, toujours sur les thérapeutiques, ici c'est un vaccin qui est développé par des équipes britanniques avec une technologie liposomale particulière qui marche bien et qui induit des titres de neutralisants qui sont similaires à ceux des patients qui ont rencontré le virus. C'est ce que vous voyez à droite. Donc avec des doses croissantes du vaccin, il y a des doses croissantes d'anticorps dans le sang des animaux et une immunité qui apparaît entre 4 et 6 semaines, mais chez l'animal, donc c'est difficile d'en dire grand-chose. Enfin, qui augmente entre 4 et 6 semaines, pardon, qui est déjà apparu à 4 semaines. Ensuite, un autre essai sur une forme de l'interféron. Donc ça, c'est une forme qui est proche de l'interféron 2B, celui qu'on utilise dans les hépatites chez nous. Donc ici, c'est un essai randomisé. Alors, il n'y avait pas de bras contrôle, il y avait un bras lopinavir-ritonavir, Caletra, qui a l'air de pas trop marcher. Alors, c'est difficile d'en dire grand-chose parce qu'il y a 30 patients dans chaque bras. Il y a peut-être une petite tendance à l'amélioration avec cet interféron, mais c'est difficile d'en dire grand-chose. Sachant que celui-là, il est dans Discovery. Donc, il y a des essais en cours de plus grande taille qui permettront d'avoir plus d'éléments. Comme tu dis, il y a un gros problème de timing dans le jugement de l'efficacité. On a quand même envie de penser que c'est un traitement qui pourrait avoir une place plutôt dans la prévention de la transmission ou alors à la phase très très précoce, comme tu le disais tout à l'heure pour les antiviraux, et parce que l'interféron, c'est la réponse à l'infection par le virus immédiate, mais que dans les formes symptomatiques à distance du temps de l'infection, il y a probablement beaucoup moins d'intérêt à ces stratégies-là. Donc, il faudra voir dans Discovery à quel timing on s'est situé pour pouvoir interpréter les résultats ensuite.
absolument. Au sujet de l'interféron, donc ça c'est une étude plus biologique qui a été menée chez des patients qui n'ont pas le Covid. C'était une analyse du génome entier qui repère des variants qui font exprimer plus de récepteurs au virus, d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion, enzyme de conversion de type 2. Donc il y a un locus particulier sur le chromosome 19, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. Là, c'est tous les variants qu'ils ont examinés. Et donc les gens qui ont des variants sur ce locus, ils expriment plus de récepteurs au virus et moins d'interférons, et vice-versa. Donc les deux sont corrélés l'un avec l'autre. Donc on avait vu que le virus faisait exprimer l'interleukine 6 et le TNF, et il est possible qu'il fasse exprimer aussi son propre récepteur, parce qu'on avait vu que l'interleukine 6 était corrélé avec le récepteur du virus. Là, on voit que l'interféron est corrélé négativement avec le récepteur du virus. Donc il se pourrait qu'il fasse à la fois exprimer son récepteur, exprimer l'interleukine 6 et le TNF, et sous-exprimer l'interféron, sachant que l'interleukine 6 et le TNF, c'est plutôt une immunité pas antivirale, et l'interféron, c'est plutôt l'immunité antivirale. Il est possible qu'il ait un effet un peu holistique comme ça sur l'immunité, de la pousser dans la mauvaise direction, dans le mauvais genre de réaction, qui lui permet, lui, de se développer. Et ça pourrait être une des clés physiologiques de cette infection. Ici, sur les corticoïdes, on a eu une question sur ça. Dans une étude observationnelle, il n'y avait pas d'effet remarqué des corticoïdes. Donc, a priori, l'usage habituel peut être fait sans crainte particulière. Ouais, il y a deux types de questions. Il y a les corticoïdes chez les patients classiques et puis il y a les corticoïdes dans le SDRA. C'est un vieux débat de réanimation qui est réactivé à chaque fois qu'il y a une nouvelle crise. Parce que ceux qui pensent que ça fonctionne sont toujours partants. Il y a une grosse étude en cours menée par la PHP pour les corticoïdes dans le SDRA. Quand on reprend la littérature, il y a tout un tas de papiers avec en particulier une méta-analyse qui montrait que peut-être qu'il y aurait un bénéfice autour de 7 jours, ce qui est un peu étrange au niveau physiopathologique parce qu'on a envie de se dire que c'est en diminuant l'inflammation immédiatement qu'on va diminuer toute la phase anti-inflammatoire et de remaniement profibrotique derrière, qui commence dès J7, J8. Et il y a une étude récente dans Lancet Respiratory Medicine qui testait la dexaméthasone dans le SDRA, mais là, dès les premiers jours d'intubation, et qui avait l'air d'être plutôt positive pour cette dernière étude, alors que celle d'avant était plutôt négative. Donc, on voit là qu'il n'y a pas de réponse pour les patients non en réanimation. Et chez les patients en réanimation, on n'a pas la réponse de savoir si ça fonctionne ou pas. Mais si ça fonctionne, probablement que le timing, c'est dès le début et qu'il ne faut pas attendre. Mais on a une inquiétude sur le risque infectieux à ce moment-là. Et il y a des essais en cours pour y répondre. Mais pour l'instant, peut-être que primum non nocere reste la règle aussi pour ça. Oui, sachant qu'il faut voir la cause sous-jacente. Si c'est une pneumopathie bactérienne, on ne peut pas mettre les corticoïdes tout seul. Donc là, c'est un peu la même chose. Avec le virus, au minimum, il faudrait le couvrir avec un antiviral si on veut les mettre vite. Et en tout cas, c'est quelque chose sans essai, c'est difficile d'avoir une idée sur quoi faire dans son coin, quoi. Donc ça, c'est la 6e peut-être étude qui montre que les IEC et les ARA2 en observationnel sont associés à une moindre aggravation du Covid-19. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont cherché l'effet de l'hypertension dont tu parlais tout à l'heure, et s'il est ajusté sur les variables cliniques et la présentation, l'hypertension ne semble pas avoir d'effet supplémentaire. Donc c'est intéressant. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait exactement la même chose pour les IEC et les ARA2, comme ça on aurait une idée de si cette réduction de la morbimortalité est due au fait de les prendre avant de rencontrer le virus, ou si ça pourrait avoir un intérêt après. Et après, est-ce que ce serait que chez les patients hypertendus ou est-ce qu'on pourrait même le mettre aux autres? Ça, il y a des essais en cours, mais on n'a pas plus d'informations avec cette étude. Et ensuite, encore une autre étude, la 7e, sur les IEC et les ARA2, qui sont associés à une moindre aggravation. Donc, c'est ce que vous voyez en orange. Chez les hypertendus contrôle, il y a environ les 2 tiers qui le prennent. Et puis, chez ceux qui sont en condition critique, il y en a environ 30%. Et ce n'est pas la même chose avec les autres médicaments de l'hypertension. Donc ça, c'est quelque chose qui vient tempérer un peu ce qu'on disait la semaine dernière sur l'interféron en préventif chez les soignants. Donc, si vous vous souvenez, c'était une étude sur 3000 soignants dans une ville de Hubei qui trouvait 0 événement de transmission aux soignants, mais c'était des soignants qui, par ailleurs, avaient beaucoup de mesures de protection, qui étaient très bien équipés et qui comparaient avec un peu tous les soignants de Chine, et particulièrement ceux qui avaient eu au début, qui avaient été très touchés. Ici, c'est une étude spécifiquement sur tous les soignants qui ont été expédiés du reste de la Chine vers la province
de Hubei, donc qui, eux, étaient bien protégés au moment où on avait compris que l'épidémie était grave. Et donc, il y a 40 000 soignants qui sont allés au pic que vous voyez au milieu et il y a eu 0 contamination. C'est des gens qui étaient très bien protégés. Donc, ça serait plutôt ça le groupe contrôle de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, du coup, on a du mal à dire grand-chose sur l'effet propre de l'interféron en plus de toutes les autres mesures de protection. Donc, c'est un peu un pas en avant, un pas en arrière, mais c'est le jeu quand on est dans l'incertitude et dans l'urgence. Ici, c'est une étude qui modélise l'effet et ce qu'il faudrait faire avec différents types de mesures de protection des contacts notamment. Et en particulier, il retrouve à partir de sources de données diverses qu'il faudrait isoler environ 20 à 30 contacts par cas. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de se faire une idée. On est à environ 1000 cas journaliers confirmés. Donc, ça ferait 20 à 30 000 personnes par jour, sachant que d'un jour à l'autre, ça serait un peu les mêmes, puisque pour être un cas, il faut être le contact d'un cas des jours précédents. Donc, si on multiplie ça par 2 semaines, on a environ 300 000 personnes qu'il faudrait isoler. Alors, toute la difficulté, c'est d'identifier lesquelles. Mais on pourrait imaginer un système où on isole de façon réactive comme ça les contacts et on aurait en fait beaucoup moins de gens qui seraient confinés qu'actuellement, mais une bonne efficacité sur la transmission du virus. Ensuite, à ce sujet, les attitudes en population générale vis-à-vis du virus. C'est intéressant d'avoir ça à l'esprit quand on discute avec les patients et si on leur demande de faire des choses. Ici, dans un sondage qui avait été fait en population générale aux États-Unis et en Australie, il y avait environ la moitié des gens qui ne s'informaient pas vraiment sur le Covid-19, et puis la moitié qui s'informaient avec un temps passé par semaine très élevé, 23 heures en moyenne. Donc c'est vraiment beaucoup, et donc il y a vraiment une inégalité. Il y a des gens qui ne sont pas très intéressés et d'autres gens qui passent leur temps sur les médias et sur Internet à regarder des choses sur le virus. Donc il y a une grande différence. Et ça va vachement dépendre des patients. Toujours sur la même étude, on demandait aux gens diverses attitudes et diverses croyances qu'ils pourraient avoir. Donc, la plupart des gens sont positifs sur les mesures de confinement et d'isolation. Et ce qui est intéressant, c'est le troisième item que vous voyez à gauche, Believe eventual own infection. Donc, c'est le fait d'être infecté soi-même. La plupart des gens pensent qu'eux ne seront pas infectés. Seuls 10% pensent qu'eux seront infectés. Alors, en Australie, ils ont relativement bien contrôlé l'épidémie. Aux États-Unis, pas trop. Donc, à moins qu'ils aient des programmes d'isolement des contacts ou des choses comme ça qui se mettent en place et qui marchent très bien, cette croyance de ne pas être infecté, elle n'est pas basée sur grand-chose pour le moment. Après, à voir si on arrive à contrôler, comme dans des pays comme l'Australie, la Corée ou la Nouvelle-Zélande. Et puis à droite, vous avez diverses variables sur comment la vie des gens a changé pendant le confinement. Donc, ils ont pris un peu de poids, ils font moins de sport, ce genre de choses. Ici, c'est une étude sur les masques. On avait parlé du fait en l'absence d'équipements de protection adéquats ou pour protéger les patients rapidement, d'utiliser du tissu. Et par exemple, il y avait une étude qui trouvait que mettre 2 t-shirts l'un sur l'autre, ça marchait bien. Ici, c'est une étude un peu mécanistique qui explique pourquoi. En gros, ils empêchent que le tissu soit mouillé et c'est quand le tissu se mouille avec de la salive avec du virus dedans qu'il y a un problème et qui risque d'être émis dans l'air derrière. Bon, à la limite, peu importe, empiriquement, on sait que ça marche. Toujours sur les masques, une étude qui va dans le même sens que ce qu'on avait vu sur la décontamination à la chaleur, qui trouve que les masques sont toujours fonctionnels après avoir été passés une demi-heure à 70 degrés. Ici, c'est une étude de l'intervalle entre le début des symptômes chez un patient transmetteur et chez le receveur, un peu comme ce qu'on voyait avant. Donc, on a une médiane de 5 jours, comme ce qu'on a vu avant. Ici, c'est des villes chinoises, mais un peu partout en Chine. Et puis, on a des intervalles qui sont négatifs. Ça veut dire que le transmetteur a commencé à avoir des symptômes après le receveur, entre guillemets. Ça veut dire qu'il a transmis, par définition, pendant qu'il était asymptomatique. C'est une petite proportion, et ça confirme bien qu'il y a des transmissions asymptomatiques qui sont clés dans cette épidémie. On voit qu'il y a une durée classique qui est autour d'une semaine pour avoir l'apparition des symptômes, mais qu'il y a aussi des gens qui peuvent les avoir plus tard. Voilà, il y a toujours des extrêmes, des gens qui vont avoir des symptômes tout de suite, et puis des gens qui vont mettre 15 jours, voire presque 20 jours avant d'avoir des symptômes. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'inquiétant ou de particulier. Ouais, mais c'est à garder à l'esprit pour les isolements.
Alors, sachant qu'ici, c'était le temps entre les symptômes du donneur, entre guillemets, et du receveur. Donc, l'événement de transmission a pu avoir lieu une semaine après que le donneur ait commencé à avoir des symptômes, et ça peut étaler encore les chiffres. Ici, c'est une modélisation de l'épidémie en France qui estime la proportion de la population qui a rencontré le virus et qui l'estime à environ 5%, avec des différences en fonction des régions. En Ile-de-France et dans le Grand Est, on pourrait être autour de 15%. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas d'immunité collective actuellement. Et Scardy, on a plusieurs questions sur est-ce qu'il y a plusieurs sous-types de virus? Est-ce qu'on a une souche particulièrement virulente en France différente des autres? Et est-ce que les différences d'atteinte géographique sont expliquées par des différences de virus ou juste par des différences de concentration de population et de foyers épidémiques? Il n'y a pas de différence de virus avérée qu'on aurait constaté et il n'y a pas de raison pour le moment de penser ça. Donc, c'est plutôt de la concentration de population, les différentes politiques qui ont été mises en place et le niveau d'acceptabilité sociale des mesures barrières, ce genre de choses. Donc, évidemment, dans des pays où ils avaient déjà eu le SRAS, le premier, ils étaient extrêmement rapides et extrêmement réactifs. Par exemple, à Hong Kong, ils ne vous laissaient pas rentrer dans les magasins si vous n'aviez pas de masque. On n'est pas habitué chez nous à des choses de ce type et c'est normal que ça ait eu un effet. Là, on a encore une étude sur cette application qui avait en Grande-Bretagne qui a été téléchargée par des millions de gens. Donc ici, c'est plus de 2 millions où ils mettent leurs symptômes tous les jours et qui permet de faire un peu de l'épidémiologie en population générale et qui permet aussi d'estimer une prévalence à 5-10% dans la population générale. Donc, ils peuvent retrouver en fonction du nombre de gens qui rapportent un symptôme, combien sont testés et parmi ceux-là, combien sont testés positifs. Ils peuvent essayer de déduire combien de gens dans la population générale avaient le virus. Et ils trouvent des corrélations avec des facteurs notamment socio-économiques, c'est IMD, la quatrième ligne avant la fin, et avec la pollution de l'air, particulièrement au début de l'épidémie. Mais là, c'est univarié, donc c'est difficile d'en dire grand-chose. Ensuite, ici, c'est une autre étude qui vient confirmer ce qu'on a dit les semaines précédentes sur l'existence du virus dans les égouts et qui donne un moyen de rattraper éventuellement des échecs de surveillance épidémiologique des patients. Donc, si vous avez l'épidémie qui est en train de flamber quelque part, mais pour une raison X ou Y, les données ne remontent pas ou les tests ne sont pas disponibles, on peut le voir aussi avec la présence du virus dans l'eau des égouts. Et l'étude suivante, c'est aussi la même chose. On voit assez vite, avant même la confirmation des cas, au début de l'épidémie, où on ne savait pas très bien ce qu'on faisait, il y avait déjà du virus dans les eaux usées. Donc ici, c'est une étude de sérologie sur différentes cohortes de patients. Donc il y a les patients qui ont peu de symptômes ont plutôt moins d'anticorps que les autres. Alors ici, c'est pas très clair quand est-ce que le prélèvement a été fait. On avait vu les semaines précédentes que les anticorps mettaient longtemps à arriver, les IgM et en particulier les IgG, ce qui est relativement connu. Donc on avait environ un mois pour les IgG. Et puis ici, ce qui est intéressant, c'est que ils en repèrent un petit peu aussi dans les donneurs de sang, sachant que c'est des populations plutôt plus saines et donc, où les gens symptomatiques sont écartés. Donc parmi les gens asymptomatiques qui donnent leur sang, alors c'est difficile parce qu'il y a aussi une surreprésentation des soignants, par exemple, parmi les gens qui donnent leur sang, ou des policiers, ou des gens qui sont en contact, mais il y en avait quelques pourcents qui avaient aussi des anticorps. Escardi, on a beaucoup de questions sur la sérologie. Est-ce que tu veux y répondre maintenant ou un peu plus tard? Oui, il n'y avait pas tellement de papier cette semaine en plus, donc on va reprendre ce qu'il y avait la semaine dernière. Eh bien, du coup, est-ce que tu pourrais refaire un peu un point sur cette sérologie, sur la sensibilité, spécificité entre les enfants et les adultes, et qui est-ce qu'il faut tester? Schématiquement, c'est vraiment ça les questions euh, avant le déconfinement et comment ça va s'intégrer dans la stratégie de déconfinement. Alors, c'est difficile de donner une réponse très univoque. La sérologie, en fonction des antigènes qui sont testés, enfin contre quel antigène les anticorps sont recherchés, il y a un peu des différences de performance. La sérologie sur les IgA et les IgG à distance de l'événement de contamination, donc un mois après, était vraiment très bonne, à condition qu'on prenne les bons antigènes, 99%, enfin, de ce genre de choses. Donc, on peut avoir confiance. Après, voilà, ça dépend du test, il faut qu'il soit bien fait. Donc, c'est bien d'utiliser des choses homologuées et pas des choses faites dans un coin. Donc, plutôt dans ces ordres de temps-là. Sur les enfants, on a assez peu de données spécifiques. On a une autre étude tout à l'heure, donc je vais peut-être en reparler à ce moment-là. Ça a l'air de marcher relativement bien aussi, mais il y a toujours cette question il faut attendre un peu en fait avant d'avoir des anticorps. Donc
tôt dans la maladie, il y a la PCR, tard, il y a les anticorps. Entre les deux, il y a une zone un peu grise, entre 2 et 3 semaines, où c'est pas évident. En gros, on en est là des méthodes de diagnostic. Alors, Oui, la puis sérologie elle-même, on en parlait un petit peu, la presse en parle beaucoup. C'est un outil, mais ce n'est pas un outil très utile dans la mesure où il y a une petite partie de la population de toute façon qui a rencontré le virus. Donc, ça peut être utile pour ceux qui l'ont eu pour qu'ils soient tranquilles, mais sinon, dans le contrôle de l'épidémie, ça ne sera pas encore un outil majeur. ouais. Je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a eu pas mal d'effets d'annonce de médecins marseillais qui disaient qu'ils l'utilisaient déjà dans leurs hôpitaux. Je pense qu'il ne faut pas personnaliser les débats scientifiques pendant cette épidémie, ce qui a été quand même beaucoup trop fait. La question, c'est pas de savoir qui a raison, mais comment on traite au mieux les gens et comment on contrôle au mieux cette épidémie. Et il y a aussi certaines équipes qui font en pratique de soins courants de la recherche parce que ça leur permet d'affiner leur, les performances diagnostiques de leurs tests sérologiques. Mais pour l'instant, on n'a pas de sérologie en pratique de routine utilisable à large échelle qui soit très fiable, très spécifique et très sensible. Et donc, pour l'instant, on n'a pas d'idée d'intégration précise dans la stratégie de déconfinement de ces sérologies. D'ailleurs, une petite note au sujet des gens qui ont eu des anticorps et qui peut-être pourraient avoir le virus, etc. Donc, les autorités coréennes ont dit que les patients dont on suspectait qu'ils avaient peut-être été réinfectés, finalement, c'était probablement des faux positifs. Ce qui collait totalement avec le fait que 95% des gens aient des anticorps neutralisants. C'était très surprenant qu'il y ait eu des réinfections, même si c'est dans une petite proportion. A priori, ce n'est pas un phénomène majeur. À la fois numériquement, c'était une petite proportion, c'était quelque chose comme 2%. Et en plus, apparemment, c'est des faux positifs. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et tant qu'on en est aussi dans les choses qui ont changé depuis le début, on a dit pendant longtemps que les enfants étaient probablement un vivier de virus asymptomatiques, mais très, très largement transmetteurs. Et sur les dernières études, ils ont l'air d'en revenir et de dire ce ne sont pas une population qui a une transmission particulière du virus. Alors bien sûr, le respect des gestes barrières à 3 ans, c'est un peu compliqué, mais il n'y a pas de raison de les stigmatiser comme transmetteurs particuliers non plus. Absolument. Et dans certaines études épidémiaux où ils ont essayé de repérer l'efficacité de différentes mesures de confinement ou d'isolement, la fermeture des écoles n'était pas spécialement efficace. Elle était plutôt moins efficace que le reste. Suivant. Donc ça, c'est toujours sur les attitudes en population et cette fois les attitudes vis-à-vis du vaccin. Donc il y en a qui espéraient que le Covid-19 ferait disparaître les anti-vaccins, mais ça ne va probablement pas être le cas. Il y a environ 20 à 25% des gens qui ont dit qu'ils ne voulaient pas se vacciner dans cette étude contre le Covid quand un vaccin sera disponible. Donc il faudra faire sans eux pour l'immunité collective, si c'est à l'aide d'un vaccin qu'on l'atteint. Et puis la moitié des gens à peu près étaient prêts à participer à un essai du vaccin. Et C'est où la est-ce guerre qu'on des... en est du vaccin du coup? Alors, il y a différentes technologies qui sont en cours. La semaine dernière, on parlait de quelque chose qui marchait chez l'animal en Chine. J'imagine qu'ils ont commencé les essais. Il y a un essai sur une approche particulière avec une molécule synthétique aux États-Unis qui a commencé depuis quelques mois. Je crois qu'ils ont déjà fait la phase 1, ils sont en train de passer à la phase 2. Il y a le vaccin britannique dont on parlait précédemment. Donc, il y a des approches un peu inhabituelles qui vont plus vite, en fait, qui sont en train d'être testées, et puis des choses plus classiques qui mettent plus longtemps. Alors, à titre personnel, je m'attendais à voir des approches un peu old school, du genre comme on faisait au 19e siècle, on cultivait le virus sur des pommes de terre, on le chauffait et on l'injectait. Là, on fait des choses vraiment très sophistiquées, très sûres, qu'on pourrait même donner à des gens immunodéprimés, ce genre de choses, versus des approches plus à l'ancienne, mais qui peut-être auraient permis d'aller plus vite, puisqu'il suffirait d'immuniser les gens bien portants, en fait, pour arrêter cette épidémie. Mais en tout cas, c'est pas trop dans cette direction qu'on est parti. Mais c'est vrai que tu as raison, il y a énormément de choses. Il y a plus de 90 tests et moyens de développement du vaccin actuellement. Donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de... Le vaccin, tant qu'on n'aura pas un essai chez l'homme en prouvant que ça fonctionne, il y a tellement de différences entre les modèles animaux et l'homme que ce sera compliqué d'avoir une réponse avant ça. Ouais. Ensuite, là, c'est une autre étude sur les mutations du virus qui retrouve très peu de mutations et des mutations ponctuelles. Donc, qui en déduit un vaccin marcherait probablement sur tous les coronavirus qui circulent actuellement dans le monde.
Donc ça va dans le sens de ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est un virus qui mute un peu, mais pas beaucoup. Donc il n'y a pas trop de risque qu'un vaccin ne marche pas ou qu'on soit réinfecté si on l'a déjà eu. Ensuite, là, c'est une autre étude d'épidémiologie génétique qui trouve à peu près la même chose. Quelques mutations, mais assez peu finalement, des mutations ponctuelles et assez peu. Là, c'est une étude du coup sur les enfants, sur la négativation des acides nucléiques et qui mettait et aussi sur le suivi clinique. Donc, pas de complications à moyen terme chez ces enfants. C'est plutôt rassurant parce qu'on pourrait imaginer aussi qu'il y a des petites séquelles ou des complications à long terme ou des choses comme ça. Plutôt rassurant sur ce plan-là. Et puis une PCR qui mettait quand même environ 2 semaines en moyenne à se négativer. Alors, c'est une PCR, c'est des fragments de virus. Néanmoins, on avait vu dans l'étude tout à l'heure que quand la PCR était positive, il y avait quand même souvent aussi du virus vivant dedans. Alors, on sait que c'est pas vrai pour les durées très longues, pour les excrétions de virus à 45 jours, c'était surtout des fragments dans les études qu'on a vues jusqu'à maintenant. Mais dans ces ordres de grandeur de temps, il faut quand même se méfier. Et puis les parents qui pouvaient mettre assez longtemps aussi. Donc c'est à garder à l'esprit. Idéalement, une PCR négative, c'est bien pour désisoler quelqu'un. Et Scardy, qu'est-ce que tu as vu sur l'alerte faite par nos collègues britanniques et puis par Necker sur des maladies de Kawasaki ou en tout cas des espèces de vascularites qui pourraient ressembler à des maladies de Kawasaki chez les enfants qui ont été infectés par le Covid? Alors, comme tu as dit, une alerte, c'est le truc qui arrive en premier. Pour le moment, on n'a pas vu d'études un petit peu systématiques sur ça. On avait parlé des autopsies il y a 2 ou 3 semaines qui trouvaient ce genre de problème chez des patients plus âgés qui étaient hypertendus par ailleurs. Pour le moment, c'est difficile d'en dire grand-chose. Comme toutes les infections, il y a toujours un peu des réactions croisées immunologiques, des choses comme ça. Il me semble que les infections virales, c'est aussi un facteur de risque pour la maladie de Kawasaki par ailleurs. Donc, il y aura toujours une alerte, comme il y a énormément de gens qui sont infectés, il y en aura toujours 5 qui feront une complication rare, très grave. Il faut la garder à l'esprit, mais pas plus que d'habitude. Ouais, pour l'instant, je pense qu'il faut effectivement, comme tu dis, rester prudent parce que c'est une alerte. Donc, il faut que les pédiatres soient au courant que ça existe pour pas le rater s'ils en voient. Mais il n'y a pas non plus lieu de paniquer parce que ça a quand même l'air d'être très, très rare et d'être vu par des centres de référence parce que quand un enfant a cette forme-là, il est adressé au centre de référence euh, et il n'y a pas l'air d'avoir une explosion des cas non plus. Donc, il faut raison garder quand même malgré tout. Sur l'étude suivante, ici, c'est un modèle animal de hamster qui est un peu meilleur que les modèles habituels utilisés. Et là, on avait des hamsters mutants pour stade 2. Donc, tu parlais tout à l'heure des inhibiteurs de JAK-STAT. Les hamsters mutants stade 2, qui avaient une protéine non fonctionnelle, avaient une infection où ils sécrétaient plus de virus, mais ils avaient moins de symptômes. Donc là, vous voyez des scanners de hamsters à droite avec moins d'opacité pulmonaire chez eux. Donc ça pourrait être une piste prometteuse, puisqu'on a des médicaments qui vont venir inhiber cette voie-là. Là, c'est une autre étude rapidement sur de la chimie structurale avec le nelfinavir. Donc on commence à avoir des travaux d'optimisation à partir d'antiviraux existants qui marchent un peu, mais pas très bien, pour avoir des inhibiteurs très spécifiques de ce virus-là et pas réutiliser quelque chose qui vient d'ailleurs, mais qui marche moins bien. C'est des travaux en cours. Je ne suis pas sûr qu'ils arriveront avant qu'on ait contrôlé l'épidémie autrement. Mais en tout cas, il y a des progrès sur ce front-là. Ensuite, ici, c'est une étude française qui retrouve un taux élevé d'aspergillose, ou en tout cas soit de prélèvement à l'aspergillus, soit de bêta-glucane, de marqueurs en fait, d'infection fongique. Donc, ça pourrait être une complication de l'infection à Covid. Est-ce que chez vous, vous avez vu des choses comme ça, Renaud? Ouais, alors moi, je suis extrêmement surpris par cette étude. 30%, ça me paraît énorme. Chez nous, donc sur 64 patients intubés et ventilés, puisqu'on a aussi les données de un ou deux autres hôpitaux des villes à côté de Bordeaux, on n'avait que 6 cas. Donc on était à autour de 10% d'aspergillose invasive chez les patients intubés, ventilés longtemps pour un Covid-19. Il y a plusieurs choses à préciser là-dessus. C'est que, un, ce n'est pas spécifique du Covid-19. On a vu exactement la même chose pour la grippe. Nous, on a fait un travail sur d'autres virus respiratoires. On a exactement la même chose. Chez les patients les plus graves ventilés longtemps, il y en a certains qui ont des aspergilloses invasives, mais ça reste quand même un événement rare. En plus, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est différent de l'aspergillose invasive des patients immunodéprimés, et c'est probablement plus lié à une immunodépression locale au niveau pulmonaire. Donc, on ne sait pas si c'est vraiment un marqueur de l'état inflammatoire grave du poumon
ou si c'est une complication infectieuse classique, comme pour les autres. Et le fait qu'on retrouve l'hypertension comme facteur associé, c'est peut-être juste, en effet, le marqueur de la sévérité du SDRA. L'autre chose, c'est que dans les critères ASPICU qui sont utilisés pour le diagnostic d'aspergillose putative, il y a la positivité, comme tu le disais, d'un marqueur indirect. Et on sait que ces marqueurs-là, ils ont une bonne valeur prédictive négative, mais pas forcément une très bonne valeur prédictive positive. Et donc, les patients qui sont putatifs uniquement sur ce critère-là, c'est franchement pas sûr qu'ils aient une aspergillose invasive. Pour vous donner un exemple, on a eu un monsieur de 30 ans, 140 kg, hypertendu, ventilé 3 semaines. Et puis, forcément, on pistait également l'aspergillose parce qu'on savait que ça pouvait arriver. Il a eu des marqueurs indirects positifs, mais aucune culture, aucune PCR sur son crachat. Et une fois qu'on l'a extubé, alors qu'il n'a pas eu de traitement spécifique, il s'est amélioré très rapidement après son extubation. Donc, je ne pense pas que c'était une vraie aspergillose. Donc, oui, il faut la pister, mais 30%, ça me paraît quand même très, très élevé. Très bien. Toujours à prendre avec des pincettes les études sur des petits effectifs dans l'urgence. Ici, une autre étude, peut-être un peu moins utile à ce stade de l'épidémie, mais un score diagnostique en situation de sous-ressources, donc sans PCR et sans scanner, qui a, selon où on met le seuil de ce score clinique, soit une bonne sensibilité, soit une bonne spécificité, donc qui peut éventuellement servir. Ça s'appelle le Corona Score et il y a un site web dédié. C'est des Américains qui ont développé ça. Ici, sur les patients un peu spécifiques, une étude qui montre une augmentation de l'expression du récepteur au virus dans les tissus paratumoraux. Donc, ça pourrait avoir un effet sur les patients cancéraux. Il y a eu des travaux comme ça, comme quoi l'infection à la grippe est plutôt de meilleurs pronostics chez les patients qui ont un cancer bronchique, peut-être par des réactions immunitaires un peu croisées. Donc, ça pourrait avoir un effet dans un sens ou dans l'autre, à voir sur les patients cancéreux. Ici, toujours sur les populations spécifiques, cette fois en psychiatrie, une analyse des notes, une analyse automatisée des notes prises par les psychiatres qui montre une augmentation des symptômes psychiatriques liés au Covid, soit dépression, soit psychose. Sans qu'on sache si c'est l'effet du. Enfin, ils ont un confinement différent d'une autre, mais sans qu'on sache si c'est des pathologies qui existaient déjà qui ont décompensé ou si c'est des atteintes spécifiques du Covid-19 avec les fameuses vascularites cérébrales dont on avait parlé la semaine dernière. Ouais, alors là, je pense comme c'est des patients qui suivaient depuis longtemps, la masse de ce qu'ils observent sera plutôt due à des pathologies Décompensation. préexistantes. Ensuite, étude suivante. Donc ça, c'est une autre façon de diagnostiquer le virus où on met des amorces pour amplifier un peu son génome et ensuite juste on séquence en métagénomique tout ce qu'on trouve dans le prélèvement et on aligne les séquences sur le génome du virus et qui trouve une très bonne sensibilité de cette méthode. Sachant que les Et on avait amorces des par nou- PCR ici sont en rouge et donc sont qu'une toute petite partie du génome du virus. Si vous séquencez tout, vous avez une meilleure idée de si vous voyez le virus ou pas. Et tant qu'on en est au séquençage du génome, pardon, on avait des nouvelles questions sur la polémique VIH coronavirus. Donc, juste pour repréciser que J'ai pas de nouvelles réponses. Il n'y a toujours pas de séquence de VIH. On connaît à peu près d'où vient ce virus. C'est principalement du virus de chauve-souris, il me semble, avec un peu de séquence de pangolin ou le contraire. Mais ça a été retracé. En fait, on a trouvé les virus d'origine en quelque sorte en séquençage. Donc ça, c'est juste la même chose que ce que je vous montrais. C'est environ à 80 génomes de virus par millilitre qu'on commence à avoir une bonne sensibilité. Toujours sur le test, ici, et toujours pour les situations où, un peu en absence de ressources, où il faut se débrouiller. Là, c'est un protocole pour faire le test de PCR dans des laboratoires académiques. Donc, ça peut vous intéresser si vous êtes dans ce genre de situation, que vous ne disposez pas dans un pays, parce qu'il y a des gens francophones qui nous écoutent d'un peu partout. Si vous ne disposez pas des ressources dont vous avez besoin et qu'il y a des laboratoires académiques autour de vous, vous pouvez mettre en place ce type de collaboration. Ici, une autre étude qui confirme ce qu'on avait dit il y a quelques semaines sur le patient index en France, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Il y a eu des introductions multiples en fait, du virus sur le territoire. Et donc, les études d'épidémie, de phylogénie génétique du virus sont à peu près toutes dans le même sens. Et puis, un dernier point autour de l'héparine et des thromboses. Donc, il y a quelques papiers qui sont sortis cette semaine. Ici, on avait des thrombopénies induites par l'héparine
avec des anticorps anti-PF4 qui étaient repérés par une équipe chinoise. Alors, je ne sais pas trop quoi en penser. Ils en trouvaient même chez des patients qui n'avaient pas eu d'héparine. J'aurais tendance à dire que c'est une complication un peu générale immunologique. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Renaud. Ouais, effectivement, il faut les thrombocytopénies induites à l'héparine sans jamais avoir eu d'héparine, c'est quand même troublant. Et soit c'est un faux positif du test. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait une indication à faire ces tests-là chez les patients qui n'ont pas reçu d'héparine. Et d'ailleurs, nous, notre laboratoire, c'est un des filtres. Après, le fait que la TIH ce soit grave et associé à un risque de mortalité, ça c'est sûr. Surtout qu'il y a une consommation des plaquettes, une augmentation des microthrombie. Et on sait que c'est un élément physiopathologique important dans la maladie COVID-19 grave. Donc il y a plusieurs choses là-dessus. Est-ce qu'il faut anticoaguler tous les patients Covid en préventif, voire en curatif? On n'a aucune donnée pour le penser. Et plus on va exposer les gens à l'héparine, plus il va y avoir des effets secondaires avec des saignements et des TIH, même si ça reste un effet secondaire relativement rare. Et puis ensuite, il y a en réanimation, est-ce qu'il faut tous ces anticoagulés et comment? Ils ont des patients qui arrivent avec une forme grave, suffisamment grave pour aller en réanimation. C'est des patients qui ont souvent un état pro-inflammatoire. On sait que les HBPM ont tendance à être un peu plus efficaces que les HNF dans ces cas-là. Et puis, il y a peut-être un risque un peu plus faible d'avoir des TIH sous HVPM que sous HNF. Donc, nous, on a privilégié les HVPM et puis on a modifié un peu nos pratiques pour s'adapter au poids et à l'obésité pour avoir des degrés d'anticoagulation préventive un peu plus hautes. Mais voilà, oui, la TIH, c'est grave. C'est censé arriver que chez les patients qui ont eu de l'héparine. Et donc, voilà mon sentiment sur la gestion de l'héparine en fonction de ce qu'on a pu lire à divers endroits. Et puis, j'en profite pour répondre à une question qui avait été posée sur la réanimation jusqu'à quel âge. Il y a un message important, c'est que le critère d'admission en réanimation, c'est pas vous méritez de vivre ou vous méritez pas de vivre et on vous laisse mourir. C'est est-ce qu'il y a un bénéfice supérieur au risque de tous les traitements invasifs qu'on met en réanimation? Et ça, on peut pas déterminer un âge fixe pour tout le monde. C'est vraiment une réflexion qui doit se faire au cas par cas à plusieurs. Et donc, bah, la difficulté du Covid-19, c'est pas de changer les critères de réanimation, c'est de les faire dans un contexte où parfois il y avait une tension sur les lits ou une tension sur le personnel pour en discuter à plusieurs, mais il n'y a pas de critères spécifiques du Covid. C'est comme une admission pour un SDRA en réanimation classique. Et donc, à réfléchir au cas par cas sans avoir des cut-offs préétablis et à plusieurs. Absolument. Merci, Renaud. Et toujours au sujet de l'héparine, une étude qui repère qu'à des concentrations habituelles, l'héparine non fractionnée pourrait avoir un effet inhibiteur direct sur le virus, pourrait venir se coller dessus. Donc, éventuellement, est-ce que ça pourrait être dû à ça, avoir une cross-présentation de l'héparine qui pourrait augmenter les thrombopénies induites à l'héparine? C'est pas très clair. A priori, c'est pas vraiment intelligent d'utiliser l'héparine comme inhibiteur du virus. On en a d'autres qui sont moins aussi bien et qui n'ont pas l'air de très bien marcher. Celui-là a plein d'effets secondaires et difficile à manier. Donc, on ne peut pas en faire grand-chose pour le moment. Et puis, dernier point, une étude qui repère les paramètres de la coagulation. Donc, on avait déjà vu les D-dimères et les plaquettes. Et il y a tout un tas de paramètres de la coagulation en fait, qui sont modifiés. TP, TCA, tous sont différents en fonction du stade de gravité et son pronostic du décès et de la survie. Donc, il y aura des choses à débrouiller autour des cascades de la coagulation, mais c'est des choses qui sont difficiles à manier. C'est difficile d'intervenir dessus. Il y a beaucoup de boucles de rétrocontrôle dans tous les sens. Donc, prudence sur le fait de dire ah, moi je sais, c'est tel truc qui inhibe tel autre, et donc je vais mettre ça et ça va marcher. Sachant qu'effectivement, comme tu dis, l'immunothrombose, donc la participation du système immunitaire, pardon, de la coagulation au système immunitaire, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau dans l'histoire de la science, entre guillemets, et qu'on n'a pas encore, comme tu disais, une vue très précise de quelles sont les voies qui sont spécifiques à la coagulation, celles spécifiques à l'immunité et celles qui s'intercroisent dans l'immunothrombose. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux à faire dessus, en effet. Voilà, on arrive au bout des études de cette semaine. Le volume augmente beaucoup de semaine en semaine. On est à 2 fois plus que quand on a commencé à faire ça. Merci à tous d'être restés avec nous dans cette longueur. Je vous invite à revenir la semaine prochaine à la même heure en direct sur Mediscoop.
et puis en replay sur le site et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner ou à commenter, en particulier si vous voulez poser des questions pour la semaine suivante. C'est une bonne façon pour nous de le préparer et de vous donner une réponse plus précise. Merci beaucoup, merci à tous, au revoir. Au revoir.